Le matin où ils se sont rassemblés autour de mon lit d'hôpital pour se partager ma vie, j'ai compté chaque mot, chaque souffle, chaque murmure avide qu'ils pensaient que je ne pouvais pas entendre. Ma sœur, Marine, portait mes boucles d'oreilles en diamant, celles de ma boîte à bijoux à la maison, tandis qu'elle discutait de la vente de ma maison avec oncle Didier. 6 mois passés prisonnière de mon propre corps m'avaient appris la patience. Mais rien ne m'avait préparé au moment où mon fils de 8 ans, Léo, est entré dans cette pièce remplie de vautours et a tout changé avec une seule phrase. Les yeux de maman sont ouverts, a annoncé Léo, sa petite voix coupant leurs négociations comme une lame dans de la soie. Les papiers dans les mains d'oncle Didier ont frôlé tandis qu'il se figeait en pleine signature. La main de Marine est allée à sa gorge, juste là où elle portait le collier de perles de ma mère qu'elle prétendait que je lui avais promis. Mes parents, debout dans un coin comme des ombres coupables, ont halté à l'unisson. Mais Léo n'avait pas fini. Il a marché droit vers mon chevet, a pris ma main dans ses 2 petites mains, et a regardé directement sa tante. « Maman, je devrais leur dire ce que tante Marine a fait pour te mettre ici ?» Sa voix était ferme, courageuse de la manière dont seuls les enfants peuvent l'être quand ils savent qu'ils disent la vérité. « Je devrais leur raconter cette nuit-là ? Ce que tu as fait avec son ordinateur avant l'accident ? » Le moniteur cardiaque à côté de mon lit était le seul son pendant 3 secondes complètes. Puis Marine a laissé tomber son téléphone et il a claqué sur le linoléum comme des os cliquetant dans un cercueil. Son visage est passé du rose au blanc si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Mais j'ai gardé mes yeux fixés sur les siens, la laissant voir que j'avais tout entendu. Chaque conspiration, chaque vol, chaque mensonge qu'elle avait raconté en pensant que j'étais partie. Je ne pouvais pas encore parler. Ma gorge était comme du papier de verre après 6 mois de tubes respiratoires et de silence. Mais je n'avais pas besoin de mots. La fureur dans mes yeux disait tout, et Marine le savait. Elle recula jusqu'à heurter le mur, sa main toujours agrippée à ces perles qui n'étaient jamais censées être les siennes. Elle ne peut pas être réveillée, la voix de Marine s'est brisée comme de la glace mince. Les médecins ont dit qu'elle était en état de mort cérébrale. Ils ont dit qu'elle ne se remettrait jamais. Mais j'étais bel et bien réveillée, bel et bien consciente, et bel et bien prête à récupérer tout ce qu'ils avaient essayé de me voler pendant que j'étais allongée là, me battant pour revenir des ténèbres dans lesquelles ils m'avaient poussée. La vie avant l'accident me semble maintenant un univers différent, un univers où le café du matin signifiait des possibilités, et le rire de Léo n'était qu'une musique de fond au lieu de la bouée de sauvetage qu'il deviendrait. J'avais construit mon entreprise de promotion immobilière à partir d'une seule propriété locative pour en faire un portefeuille d'une valeur de 8 millions d'euros. Et chaque centime avait été gagné grâce à des journées de 16 heures et des risques calculés qui rendaient ma famille nerveuse. Notre routine matinale était sacrée. Léo entrait en titubant dans la cuisine à cette heure précise, ses cheveux foncés dressés dans des directions impossibles, traînant sa couverture dinosaure préférée derrière lui. J'étais déjà sur l'îlot de cuisine, ordinateur portable ouvert, examinant des contrats tandis que la cafetière gargouillait sa mélodie familière. Il grimpait sur le tabouret de bar à côté de moi et je fermais l'ordinateur portable parce que ces 20 minutes étaient les siennes, quel que soit l'accord à 1 million d'euros qui m'attendait dans ma boîte de réception. « Maman, savais-tu que les poulpes ont 3 cœurs ?» avait-il annoncé un matin, exactement 2 semaines avant que tout ne change. Il étalait du beurre de cacahuète sur son pain demi-complet avec la concentration d'un chirurgien. Madame Leroy nous a appris ça hier. 3 cœurs. Et si l'un d'eux cesse de fonctionner, il continue de vivre. C'est assez incroyable, avais-je répondu en lui ébouriffant les cheveux. Peut-être que les humains devraient aussi avoir des cœurs de secours. Tu en as déjà un, avait-il dit d'un ton factuel. Moi. Mon Dieu, cet enfant. Même à 8 ans, il avait cette façon de voir directement la vérité des choses. C'est peut-être pour cela qu'il a été le seul à remarquer ce que Marine faisait pendant que tout le monde était aveuglé par son chagrin et sa cupidité. Ma famille avait toujours été compliquée, mais le succès avait transformé ces complications en quelque chose de plus sombre. Ma sœur cadette, Marine, avait abandonné 3 universités différentes et traversé cette entreprise. Chacune financée par des prêts de ma part qu'elle n'avait jamais remboursés. Le studio de yoga, la boutique de bijoux, la savonnerie biologique, le food truck. Chaque échec devenait en quelque sorte ma faute pour ne pas avoir assez investi, pas assez fait sa promotion, pas assez cru en elle.
Ça doit être agréable, avait-elle dit lors du dîner d'anniversaire de notre mère juste un mois avant l'accident, d'avoir tout qui vous tombe tout cuit dans la main. Qui me tombe tout cuit dans la main? J'avais gardé ma voix égale, consciente que Léo écoutait de la table des enfants. Je travaille 90 heures par semaine, Marine. Avec l'argent de papa pour commencer, avait-elle rétorqué, oubliant commodément que les 5 000 € que notre père m'avait prêtés avaient été remboursés avec intérêt dans les 6 mois, tandis que ces 40 000 € de prêts familiaux restaient impayés. Nos parents, Jean et Evelyne, avaient toujours eu du mal avec la dynamique. Papa travaillait au garage Mercier depuis 35 ans. Un travail honnête qui payait les factures, mais jamais plus. Maman tenait la maison et maintenait la paix, ou essayait. Lorsque mon succès est devenu impossible à ignorer, ils ont développé un étrange mélange de fierté et de ressentiment. Comme si mes réalisations mettaient en évidence ce qu'ils n'avaient pas accompli. Ta sœur traverse juste une mauvaise passe, disait maman chaque fois que Marine demandait un autre prêt. La famille aide la famille. Mais le vrai poison dans notre arbre généalogique était oncle Didier, le frère cadet de mon père, qui avait obtenu son diplôme de droit par correspondance et ne laissait jamais personne oublier qu'il était le plus instruit de la famille. Il avait géré ma première clôture immobilière, prenant 2 fois les honoraires standards parce que la famille mérite une attention particulière. Lorsque j'avais commencé à utiliser un cabinet d'avocats approprié en centre-ville pour mes plus grosses affaires, il l'avait pris comme une trahison personnelle. La propriété au bord du lac avait été le point de rupture. 20 hectares de front de mer immaculé que j'avais acheté à un vendeur en difficulté pour de l'argent comptant. Didier s'était présenté à mon bureau le lendemain, tout en faux sourires et liens familiaux. Ce terrain vaut le triple de ce que tu as payé, avait-il dit, s'installant dans ma chaise de bureau sans invitation. Je te le rachèterai pour le double. Rabais familial. Ce n'est pas à vendre, Didier. Son visage était devenu de la couleur du bœuf cru. Tu préfères t'accrocher à de la terre plutôt que d'aider ton oncle à gagner sa vie décemment après tout ce que j'ai fait pour toi? Envoie-moi une facture pour tout ce que tu penses que je te dois, avais-je répondu calmement. Je la paierai intégralement et nous pourrons clore nos comptes. Il s'était levé si vite que la chaise avait tourné. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant, n'est-ce pas? Trop bien pour la famille qui t'a élevé. C'était 3 mois avant l'accident. Il avait été froid et distant à chaque réunion de famille depuis, chuchotant avec Marine dans les coins, leurs yeux me suivant avec une intensité qui aurait dû être un avertissement. Le dernier jour normal de ma vie avait été parfait dans son caractère ordinaire. J'avais signé l'accord de développement de la rivière, mon plus gros à ce jour. 3,2 millions d'euros pour une propriété qui deviendrait un logement abordable pour les familles modestes. J'avais appelé Léo depuis la voiture, promettant de ramasser des pizzas pour fêter ça. La pluie avait commencé pendant le trajet. De fortes averses qui transformaient le pare-brise en une aquarelle de lumière floue. Puis des phares dans ma voix, le craquement écœurant du métal et les ténèbres qui dureraient 6 mois pendant que les vautours tournaient autour de ce qu'ils pensaient être ma dépouille. Les ténèbres n'étaient pas vides. Elles étaient pleines de voix, de bips de machines et du poids suffocant de mon propre corps refusant d'obéir au moindre ordre. J'entendais tout avec une clarté parfaite. Mais j'étais emprisonnée dans une chair qui ne répondait pas. Je ne pouvais même pas faire bouger un doigt pour leur faire savoir que j'étais toujours là, toujours en train de me battre, toujours absolument consciente de chaque mot qu'ils disaient au-dessus de mon corps prétendument inconscient. La première semaine, ils ont pleuré. Maman a sangloté si fort qu'elle a hyperventilé 2 fois, et papa n'arrêtait pas de se racler la gorge comme il le faisait quand il essayait de ne pas craquer. Marine semblait réellement bouleversée, me tenant la main et promettant qu'elle prendrait soin de Léo. Même oncle Didier a semblé ébranlé lorsqu'il a discuté de mes directives médicales avec les médecins. C'est une battante, docteur Dubois, avait-il dit. La lésion cérébrale est grave, mais nous avons vu des récupérations de pire. Les prochaines semaines nous en diront plus. À la 3e semaine, les larmes avaient séché et les conversations avaient changé. J'ai appris qu'être dans le coma ne signifie pas être absent. Cela signifie être un fantôme à ses propres funérailles, observant les gens révéler qui ils sont vraiment quand ils pensent que vous ne regardez pas. Les factures médicales sont astronomiques, a annoncé Didier lors de ce qu'ils avaient commencé à appeler leur réunion de famille, juste là dans ma chambre. 60 000 € rien que ce mois-ci. Son assurance plafonne à un demi-million.
Alors quoi? Nous ne pouvons pas penser à l'argent en ce moment, a protesté papa faiblement. Quelqu'un doit le faire, a interrompu Marine. Léo a besoin de stabilité. École, vêtements, nourriture. Cécile voudrait que nous soyons pratiques. Je voulais crier que le fonds d'études de Léo contenait 200 000 euros, que mon assurance vie couvrirait tout, que j'avais des plans de contingence dont il ne savait rien. Mais ma voix était partie, emprisonnée derrière des tubes et des cordes vocales paralysées. La 6e semaine a amené les avocats, non seulement Didier, mais 2 associés de son cabinet en difficulté, des vautours en costume bon marché, qui parlaient de moi comme si j'étais déjà enterrée. La procuration est claire, a dit l'un d'eux, les papiers frôlant près de mon oreille gauche. Monsieur Didier Fournier a pleine autorité pour prendre des décisions financières si mademoiselle Leroy est incapable pendant plus de 30 jours. Cette procuration datait d'il y a 8 ans, avant Léo, avant mon succès, quand j'étais jeune et stupide et que je pensais que la famille signifiait une confiance automatique. J'avais l'intention de la mettre à jour, j'avais les nouveaux papiers rédigés et posés sur mon bureau à la maison, non signés parce que j'avais été trop occupée à vivre pour penser à mourir. Et l'entreprise, a demandé Marine, et j'ai entendu la fin dans sa voix. Techniquement, elle doit continuer à fonctionner pour maintenir sa valeur. Je vais devoir nommer une direction temporaire. Marine, tu as la plus grande disponibilité. Mon entreprise, dont Marine ne pouvait même pas épeler correctement le nom, soudainement sous son contrôle. Elle n'avait jamais rien dirigé avec succès, sauf directement dans le mur. Les conversations sont devenues plus audacieuses au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois. Au 3e mois, il se partageait mes possessions en se tenant au-dessus de mon lit. J'ai toujours aimé sa bague de fiançailles, a dit Marine un après-midi, et je l'ai senti la glisser de mon doigt. Pierre ne s'en souciera pas. Il est remarié de toute façon. C'est du vol, a murmuré maman. C'est pratique. Ces bagues attirent juste le mauvais type d'attention du personnel hospitalier. Je vais les garder en sécurité. En sécurité dans sa boîte à bijoux, sans doute. La bague de fiançailles que Pierre avait économisée pendant 6 mois quand nous étions jeunes et que nous croyions que l'amour pouvait tout surmonter, y compris son infidélité éventuelle avec sa secrétaire. J'avais continué à la porter à ma main droite pour Léo, un rappel que même un amour raté pouvait produire quelque chose de parfait. Les mises à jour du docteur Dubois sont devenues leur munition. L'EEG montre une activité minimale. Elle ne répond pas aux stimuli. La probabilité d'une récupération significative diminue considérablement après 3 mois. Alors, elle est essentiellement un légume, a demandé Marine avec une espérance à peine dissimulée. Nous n'utilisons plus ce terme. Mais oui, elle est dans ce que nous appelons un état végétatif persistant. C'est à ce moment-là qu'ils ont cessé de prétendre que je pourrais me réveiller. Didier a commencé à liquider mes biens pour les frais médicaux, bien que je l'ai entendu mentionner une nouvelle BMW à sa secrétaire lors d'un appel téléphonique. Marine a emménagé dans ma maison pour l'entretenir et a commencé à vendre mes meubles sur le Bon Coin. Je le savais parce qu'elle photographiait chaque pièce juste là dans ma chambre, les décrivant à voix haute en tapant les annonces. Canapé en cuir, style campagne chic, à peine utilisé, 8 000 € neuf, vendu 2 000 € ferme, paiement en espèces uniquement. Les faibles protestations de mes parents sont devenues plus silencieuses chaque semaine. Ils étaient dépassés, âgés, et Didier n'arrêtait pas de leur rappeler leurs propres dettes, les factures médicales de l'opération cardiaque de papa que j'avais discrètement payées. La pire torture était les visites de Léo. Il le limitait à 2 fois par semaine, supervisé, toujours avec Marine ou Didier présents pour contrôler le récit. « Maman ne peut pas t'entendre, mon chéri », disait Marine quand il essayait de me parler de l'école. « Mais tu peux dire au revoir si tu veux. »« Elle ne meurt pas », insistait Léo à chaque fois. « Elle dort juste comme la Belle au bois dormant. »« Ce n'est pas un conte de fées », a dit Didier froidement un jour. « Ta mère ne se réveillera jamais. Plus vite tu l'accepteras, plus ce sera facile. » Mais Léo ne l'a jamais accepté, et moi non plus. La 23e semaine a apporté la première étincelle d'espoir. J'ai senti un picotement dans mon index gauche, comme de l'électricité essayant de trouver un chemin à travers des fils endommagés. La sensation n'a duré que quelques secondes, mais c'était la preuve que mon corps n'avait pas abandonné, même si tout le monde l'avait fait.
J'ai concentré chaque once d'énergie mentale sur ce doigt, le voulant bouger, tressaillir, faire n'importe quoi qui signalerait que je me battais toujours. La rééducation qui se passait dans mon crâne était invisible au moniteur. Je reconstruisais des voies neuronales par pure détermination, créant des détours autour des dommages comme un conducteur trouvant des routes secondaires lorsque l'autoroute est fermée. Chaque jour, je m'entraînais à visualiser le mouvement, me souvenant de la sensation de lever ma main, de tourner ma tête, d'ouvrir mes yeux. Les médecins auraient appelé cela impossible, mais ce n'étaient pas eux qui étaient piégés à l'intérieur, désespérés de se libérer. Les visites de Marine étaient devenues des virées shopping effrontées à travers mes possessions restantes. Elle arrivait avec des sacs fourre-tout, les remplissant tout en maintenant une conversation unilatérale pour le bénéfice de l'infirmière. Oh, Cécile, je prends juste quelques petites choses pour les garder en sécurité, disait-elle bruyamment, puis elle baissait la voix pour un murmure. Pas comme si tu avais besoin de sacs à main de créateur là où tu vas. Le Chanel double rabat sera parfait avec ma nouvelle tenue. Un après-midi, elle a amené oncle Didier et 2 autres hommes que je ne reconnaissais pas. Leur conversation m'a glacé le sang, ou l'aurait fait si j'avais pu réagir physiquement. L'audit de l'entreprise est terminé, a annoncé Didier. 3 projets de développement en cours, 8 propriétés dans le portefeuille, et environ 4 millions d'euros d'actifs liquides une fois que nous aurons pris en compte les ventes. Les offres pour la propriété au bord du lac arrivent, a dit un étranger. L'offre la plus élevée est de 2,8 millions. Ma propriété au bord du lac, 20 hectares que j'avais acheté pour l'avenir de mon fils, où j'avais prévu de construire un camp d'été pour les enfants défavorisés une fois que Léo serait plus âgé. Il vendait mes rêves avec mes actifs. Et si on la déclarait mentalement incapable, a demandé Marine. Est-ce que ça accélérerait les choses? Le docteur Dubois ne signera pas encore. C'est l'un de ces types au grand cœur qui pensent que les miracles arrivent. Mais j'ai trouvé un autre neurologue plus pragmatique, le docteur Martin. Il fera une évaluation la semaine prochaine. Et Léo, a demandé le 2e étranger. Pierre est d'accord. Il déposera une demande de garde d'urgence pour abandon, dit qu'il l'abandonnera une fois la succession réglée pour le bon prix, il pense que 200 000 € devraient couvrir ses instincts paternels soudains. Mon ex-mari, qui avait manqué les 3 derniers anniversaires de Léo, qui n'avait payé la pension alimentaire que sous la menace de la prison, vendait maintenant l'avenir de son fils pour un pot de vin. La rage m'a donné une force que je ne savais pas posséder. Mon majeur a tressailli, puis mon pouce. Personne n'a remarqué, mais je l'ai senti. Je revenais. La percée est survenue un soir où tout le monde pensait que j'étais seule. Léo s'était faufilé dans ma chambre. J'ai entendu ses petits pieds marcher sur le sol, je l'ai entendu traîner la chaise des visiteurs plus près de mon lit. « Salut maman », a-t-il chuchoté en me prenant la main. « Je sais que tu peux m'entendre. » Je le sais depuis des semaines. Mon rythme cardiaque a légèrement augmenté. Il a remarqué. « Tu vois, ton cœur s'accélère quand je parle. » Les infirmières ne font pas attention, mais moi oui. Je l'ai noté dans mon cahier. Tu réagis plus quand tu es en colère ou quand je suis là. Mon brillant garçon, 8 ans, menant ses propres recherches médicales. Je dois te dire quelque chose d'important. Sa voix est devenue encore plus basse. J'ai vu tante Marine chez nous la nuit où tu as eu l'accident. Je devais être endormie, mais je l'ai entendue dans ton bureau. Elle était sur ton ordinateur à supprimer des choses. Elle n'arrêtait pas de dire « parfait, parfait » pendant qu'elle tapait. Le souvenir a ressenti comme des pièces de puzzle s'emboîtant. J'avais reçu un email urgent ce jour-là concernant l'avertissement de construction du pont Newton concernant un nid de poule sur ma route habituelle. Il y avait eu une demande de réunion pour discuter des itinéraires alternatifs, mais quand j'avais vérifié mon téléphone avant de quitter le bureau, les 2 avaient disparu. J'avais pensé que je les avais imaginés. Le stress de la grosse affaire me faisait voir des choses. Elle a supprimé tes alertes de sécurité, maman. Celles concernant les routes dangereuses. Je les ai vues sur ton écran avant le dîner. Ces symboles d'avertissement rouge que tu m'as montrés signifient danger. Mais après qu'elle soit partie, j'ai vérifié et ils avaient disparu. Mon doigt a bougé définitivement, serrant sa main. Léo a halté. Tu peux bouger, maman. Tu peux bouger.
Il s'est rattrapé en regardant vers la porte. Je ne leur dirai pas encore. Il prévoit quelque chose de grave. Oncle Didier a des papiers qui arrivent demain. Quelque chose à propos de faire de tante Marine ma tutrice et exécutrice de ta succession. Il dit qu'une fois que le docteur Martin signera son évaluation, tu seras déclaré en état de mort cérébrale et ils pourront faire ce qu'ils veulent. Je me suis concentré plus que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Mes yeux avaient bougé sous mes paupières pendant des semaines, suivant les sons et les changements de lumière. Maintenant, j'avais besoin qu'ils s'ouvrent. Léo avait besoin de voir que j'étais là, que je me battais, que je ne les laisserais pas lui voler son avenir. Je les ai enregistrés, a chuchoté Léo. Sur l'iPad que tu m'as donné pour Noël. Je le cache dans mon sac à dos quand je viens. J'ai 17 vidéos de parlant de ton argent, de m'envoyer en pension, de tante Marine qui s'installe définitivement chez nous. Mon fils, mon brillant et courageux fils, recueillant des preuves tout en jouant avec des figurines, semblant petit et impuissant tout en documentant leurs crimes. La fureur et la fierté mélangées en quelque chose de suffisamment puissant pour forcer mes paupières à papilloter. Demain, quand ils seront tous là avec les avocats, c'est là que tu devras te réveiller, maman. Peux-tu faire ça? Peux-tu ouvrir les yeux demain? J'ai serré sa main une fois. Oui. Demain, je me lèverai de cette tombe fabriquée et je récupérerai tout ce qu'ils pensaient m'avoir volé. Le matin arriva avec une agitation inhabituelle. J'entendis de multiples pas dans le couloir, des conversations feutrées, le froissement de costumes coûteux et de documents juridiques. À travers mes paupières closes, je sentis la pièce se remplir de gens, transformant mon espace hospitalier stérile en un tribunal improvisé où il prévoyait de me déclarer morte alors que je respirais encore. Tout le monde est là, annonça oncle Didier avec satisfaction. Madame la juge Dubois, sans lien de parenté malgré le nom de famille commun, a gracieusement accepté cette audience au chevet du lit compte tenu des circonstances inhabituelles. Je comptais les voix à mesure qu'ils entraient. La juge, 2 avocats supplémentaires, le docteur Martin avec son évaluation partiale, Marine, mes parents, 2 témoins du bureau de Didier et une greffière. Ils avaient transformé mon potentiel lit de mort en un cirque juridique, avec un public pour les regarder dépecer ma vie. Procédons, dit la juge Dubois, sa voix rauque et impatiente. J'ai 3 autres audiences aujourd'hui. Votre honneur, commença Didier formellement. Nous demandons le transfert immédiat de la tutelle de l'enfant mineur, Léo Leroy, à sa tante, Marine Duval, ainsi que le contrôle total de la succession évalué à environ 8 millions d'euros. La mère, Cécile Leroy, est dans un état végétatif persistant depuis 6 mois sans activité cérébrale significative. Le docteur Martin se racla la gorge. J'ai examiné mademoiselle Leroy hier. Absence totale de réponse à tous les stimuli. L'EEG montre une fonction corticale minimale. À mon avis professionnel, elle ne reprendra jamais conscience. Elle est essentiellement en état de mort cérébrale, maintenue en vie uniquement par des moyens artificiels. Menteur. Il avait passé exactement 3 minutes dans ma chambre, ne m'avait jamais touché, n'avait jamais effectué un seul test, il avait juste encaissé ses honoraires pour dire ce que Didier voulait entendre. L'enfant a besoin de stabilité, ajouta Marine, sa voix dégoulinante de fausse inquiétude. Je m'occupe déjà de lui, je gère le foyer. Il serait traumatisant de perturber sa routine maintenant. Gérer le foyer en vendant mes meubles et en portant mes bijoux, prendre soin de Léo en lui disant que je ne reviendrai jamais. La rage montait comme une tempête dans ma poitrine. Des objections, demanda la juge Dubois d'un ton péremptoire. Nous nous opposons, dit mon père doucement, et tout le monde se tourna pour le regarder. C'est mal. Cécile est toujours en vie. Son cœur est fort. Jean, s'il vous plaît, dit Didier d'un ton condescendant. Nous avons discuté de cela. Votre attachement émotionnel est compréhensible, mais nous devons penser de manière pratique. Les frais médicaux seuls ruineront l'avenir de Léo si nous n'agissons pas maintenant. C'est alors que j'entendis la voix de Léo, claire et forte, depuis l'embrasure de la porte. Ma maman n'est pas en état de mort cérébrale. Que quelqu'un sorte l'enfant d'ici, claqua Didier. Ce n'est pas approprié. J'ai le droit d'être ici, dit Léo en entrant dans la pièce. Vous parlez de ma maman et de mon avenir.
Par la fente que j'avais réussi à créer entre mes paupières, je le vis debout dans son uniforme scolaire, son sac à dos sur les épaules, le menton relevé avec défi. Mon brave petit guerrier. Mon chéri, dit Marine de sa fausse voix douce. Les adultes s'en occupent. Pourquoi n'attends-tu pas dehors? Non, Léo se dirigea vers mon chevet, prenant sa position habituelle. J'ai quelque chose à dire avant. C'est très irrégulier, protesta la juge Dubois. Tout comme se partager les biens de quelqu'un alors qu'il est encore en vie, rétorqua Léo, et je sentis une vague de fierté pour son courage. C'est alors que j'ouvris complètement les yeux. Le halètement qui traversa la pièce fut comme une vague. Marine trébucha en arrière, sa main volant à sa gorge où reposaient encore les perles de ma mère. Les papiers juridiques d'oncle Didier s'éparpillèrent tandis que ses mains tremblaient. Ma mère poussa un cri, un son entre la joie et le choc, mais je ne les regardais pas. Je fixais mon fils, qui affichait le plus grand sourire que j'ai jamais vu sur son visage. « Maman est réveillée », annonça-t-il inutilement. Puis, se tournant vers la pièce, il posa la question qu'il avait répétée en chuchotant près de mon lit. « Devrais-je leur dire ce que tante Marine a fait pour la mettre ici ?» Le silence fut absolu. Même le moniteur cardiaque sembla faire une pause entre les battements. « C'est ridicule, dit Marine, mais sa voix se brisa. C'est un enfant traumatisé qui invente des histoires. Je ne pouvais pas encore parler, ma gorge était rauque et inutilisée, mais je pouvais bouger. Je levai la main et pointai directement vers elle. Puis je la déplaçai pour pointer Didier. L'accusation était claire. Elle est confuse, dit Didier rapidement. Délire post-coma. C'est courant. Léo sortit son iPad de son sac à dos. J'ai des vidéos. 17 vidéos de vous discutant de voler l'argent de maman, de vendre ses propriétés, et tante Marine admettant qu'elle a supprimé les avertissements de sécurité de maman la nuit de l'accident. Ces enregistrements sont irrecevables, dit rapidement l'un des avocats de Didier. Au tribunal, peut-être, dit mon père, s'avançant avec son propre téléphone. Mais les miens ne le sont pas. Je suis parti à ces conversations. J'ai enregistré toutes les réunions des 3 derniers mois, y compris celle où Marine a admis avoir accédé à l'ordinateur de Cécile et supprimé les emails concernant les avertissements de construction routière. Le visage de Marine passa du blanc au vert. Je n'ai jamais dit ça. 15 mars, 14h47, dit papa, lisant sur son téléphone. Citation, ce n'est pas ma faute si elle n'a pas vérifié ses emails. J'ai seulement supprimé quelques trucs pour perturber son précieux emploi du temps. Comment aurais-je pu savoir qu'elle allait avoir un accident? Vous avez supprimé des avertissements de sécurité, la juge Dubois se leva, son air décontracté disparaissant. C'est une tentative de meurtre. C'était juste des emails, cria Marine. Je ne l'ai pas forcé à avoir un accident. La pièce explosa. La greffière tapait frénétiquement. L'un des avocats de Didier reculait déjà vers la porte. Le docteur. Martin balbutiait qu'il devait revoir son évaluation. À travers tout cela, je gardais mes yeux fixés sur ma sœur, la laissant voir chaque moment de conscience qu'elle avait essayé de me voler. Finalement, avec un effort énorme, je réussis à prononcer un mot, rauque et à peine audible, mais assez clair pour que tout le monde l'entende. Police. L'enquête policière a tout démêlé comme un fil tiré d'un pull bon marché. La détective Moreau, une femme méthodique qui me rappelait une joueuse d'échecs, a construit l'affaire pièce par pièce. Marine planifiait depuis des mois, peut-être plus longtemps. Les emails supprimés ne concernaient pas seulement des avertissements routiers. Elle sabotait systématiquement mes communications professionnelles, supprimant des offres de contrat, me faisant paraître peu fiable auprès des clients. Elle voulait que je sois dépassée, distraite, vulnérable. Elle n'a pas planifié l'accident exact, a expliqué la détective Moreau lors d'une de nos interviews. Mais elle a créé les conditions parfaites pour que quelque chose de grave se produise. Elle savait que vous preniez toujours cette route lorsque l'autoroute principale était en construction. Elle connaissait le garde-fou endommagé d'après les rapports du département. Elle a supprimé 5 avertissements distincts concernant ce tronçon de route. Le procès a fait la une des journaux. La sœur d'une magnate de l'immobilier tente un meurtre pour héritage, apparu dans tous les journaux d'ici à Marseille. Marine a été condamnée à 15 ans pour tentative de meurtre et fraude.
Elle a pleuré pendant la sentence, affirmant qu'elle n'avait jamais voulu que je sois blessée. Juste égaliser les chances. La juge n'a pas été convaincue. Oncle Didier a tout perdu. Sa licence d'avocat, sa réputation, sa liberté. 3 ans pour complot de fraude et abus de faiblesse, car ce qu'il avait fait à mes parents pendant que j'étais dans le coma comptait comme de l'exploitation. Il les avait convaincus de signer leurs économies de retraite pour des frais médicaux qui n'existaient jamais. Papa a témoigné contre son propre frère, les larmes coulant sur son visage, mais sa voix n'a jamais tremblé. La famille, ce n'est pas le sang, m'a dit papa après le procès. C'est qui se présente quand tu ne peux pas te présenter toi-même. Le docteur. Martin a perdu sa licence médicale pour falsification d'évaluation médicale. Il s'est avéré que je n'étais pas sa première victime. 3 autres familles se sont manifestées avec des histoires similaires de proches déclarés en état végétatif alors qu'ils étaient encore conscients. Ils prenaient des pots de vin depuis des années, signant des condamnations à mort pour le profit. Pierre n'a jamais eu son audience de garde. La juge a examiné les enregistrements de ses négociations du prix pour l'abandon de son fils et a mis fin à ses droits parentaux sur le champ. Léo n'a pas pleuré quand nous avons appris la nouvelle. Il a juste hoché la tête et a dit « Bien ». Il n'a jamais vraiment été mon père de toute façon. Ma convalescence a duré 18 mois. D'abord, réapprendre à parler, ma voix rauque comme du gravier pendant des semaines. Puis, marcher, mes muscles atrophiés après 6 mois d'immobilité. Mais le plus difficile a été de réapprendre à faire confiance. Chaque fois qu'un membre de ma famille élargie me contactait, je me demandais ce qu'il voulait, quelle ruse il était en train de jouer. La seule confiance qui n'a jamais vacillé était celle avec Léo. Il m'avait sauvé la vie, non seulement en exposant la vérité, mais en n'abandonnant jamais. Pendant ma convalescence, il s'asseyait près de mon lit, faisant ses devoirs, bavardant sur l'école, me lisant de mauvaises blagues de son livre de blagues. Des choses d'enfant normales qui ressemblaient à des miracles. « Comment as-tu su qu'il fallait les enregistrer ?» lui ai-je demandé un jour pendant la physiothérapie, agrippé au bar parallèle en réapprenant à marcher. « Tu me l'as appris », a-t-il dit simplement. « Tu te souviens quand Lucas me harcelait en CE1 ? Tu as dit de tout documenter parce que les gens ne peuvent pas contredire les preuves. » Mon brillant garçon utilisant mes propres conseils pour me sauver la vie. Mon entreprise non seulement a survécu mais a prospéré sous la direction de mon assistante, Sophie, qui avait pris les rênes quand tous les autres tournaient comme des vautours. Elle avait repoussé les tentatives de Marine pour prendre le contrôle, contacté mes clients personnellement pour expliquer la situation et maintenu chaque projet en cours. Je l'ai nommé associé à part entière le jour où je suis retourné au bureau. La propriété au bord du lac n'a jamais été vendue. Je l'ai transformé exactement en ce que j'avais prévu, un camp d'été pour enfants défavorisés avec un programme spécial pour les enfants confrontés à des traumatismes familiaux. Nous l'avons nommé « Deuxième chance ». Léo aide à conseiller les plus jeunes, leur racontant son histoire de courage quand les adultes vous lâchent. Mes parents ont emménagé dans notre maison d'amis. Maman ne s'est jamais vraiment remise de la trahison de voir sa fille tenter de tuer son autre fille, mais elle trouve la paix dans le jardinage et la lecture à Léo. Papa est devenu mon plus farouche protecteur, filtrant chaque visiteur, chaque appel téléphonique, traitant ma sécurité comme sa mission personnelle. « Je t'ai laissé tomber une fois », a-t-il dit. Plus jamais. Mais le changement le plus profond a été dans ma façon de percevoir la conscience elle-même. Ces 6 mois m'ont appris que la conscience n'est pas toujours visible, que quelqu'un peut être pleinement présent même lorsque son corps ne coopère pas. Je finance maintenant la recherche sur la communication et la conscience des patients dans le coma. Trop de familles abandonnent parce qu'elles ne peuvent pas voir la lutte qui se déroule à l'intérieur. Léo, maintenant âgé de 12 ans, prend toujours son petit déjeuner avec moi tous les matins. Nous avons déménagé dans une nouvelle maison, une maison sans souvenir de trahison, avec un système de sécurité qui ferait pâlir le Fort Knox de jalousie. Il étudie le droit maintenant, il dit qu'il veut être procureur. Quelqu'un doit protéger les familles de leur famille, m'a-t-il dit la semaine dernière, son jeune visage sérieux au-delà de son âge. L'alliance que Marine avait volée pendant que j'écoutais, la police l'a retrouvée avec tout le reste qu'elle avait pris. Je l'ai fait fondre et transformer en un pendentif boussole pour Léo, gravé de la date de mon réveil. Et les mots,
La vérité trouve toujours son chemin. Certaines nuits, je rêve que je suis de nouveau dans ce lit d'hôpital, piégé et criant silencieusement pendant qu'il se partage ma vie en parcelles. Je me réveille haletante, le cœur battant à tout rompre jusqu'à ce que je me souvienne que je suis libre. Puis je vais dans la chambre de Léo. Je le regarde dormir paisiblement. Cet enfant qui est devenu mon héros quand tous les autres sont devenus mes ennemis. La famille n'est pas celle à qui vous êtes né. C'est qui monte la garde pendant que vous êtes sans défense. Qui croit à votre retour quand tout le monde planifie vos funérailles. C'est un garçon de 8 ans avec un iPad et une foi inébranlable que sa mère reviendrait vers lui. Et je l'ai fait. Je le ferai toujours. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a rappelé que la force vient de paquets inattendus, et que la survie dépend parfois des plus petites voix, exprimant les vérités les plus fortes, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire sur une fois où quelqu'un vous a défendu alors que vous ne pouviez pas vous défendre. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de triomphe sur la trahison, de survie contre toute attente, et des liens incassables qui nous sauvent quand nous en avons le plus besoin.